Bonjour, on est vraiment désolé, problème technique. Euh, donc maintenant, dans cette petite heure, on va revenir sur un peu notre expérience sur le développement et comment on voit le développement de tout ce qui est data BI dans les prochaines années. Donc, je m'appelle Michel Perfetti, voici Nicolas Sutter. Il n'y a pas de H dans son nom de famille, contrairement à son badge. C'est scandaleux. Nous sommes de la société Celenza. On ne fait pas du tout partie du monde de la data, on est développeur et agiliste. Mais on côtoie ces personnages-là tous les jours. Et notre but ici, c'est de vous donner notre point de vue de comment va être le développement dans les prochaines années et comment les changements qui arrivent maintenant vont impacter votre façon de travailler dans ces prochaines années. Donc on va être un petit peu caricaturaux à certains moments, mais le but, on n'est pas là pour vous présenter des technologies en disant voilà, on va faire ça dans 10 ans, mais vous dire voilà, c'est comme ça que nous voyons notre développement et comment tous les acteurs du développement vont être impliqués dans les 10 prochaines années. Alors, pour commencer, on va faire une petite preview de la session qu'on va faire dans 10 ans aux Journées SQL Server, parce que ça fait 3 ans que je parle à LM au JSS. Et donc voilà, j'ai prévu dans 10 ans de poster cette session. Vous voyez, on vous avait prévenu. Parce qu'on sait très bien, on prévient les gens et on sait toujours comment ça se passe. Les gens ne changent pas trop leur façon de travailler. Et donc voilà, on a plusieurs bullet points qu'on vous partagera dans 10 ans. Tout ce qui est arrivé dans le monde de l'infra et du dev vous est arrivé aussi. Est-ce que c'est trop tard pour vous? Beaucoup de trucs à la demande, des choses qui sont éphémères. Complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir, où j'ai mon environnement qui est là pour des mois, ma base je l'ai installée il y a 6 ans, elle marche encore. Des choses qui sont vraiment à la demande. Et peut-être des choses qui sont vraiment BIS code, où tout ce qu'on a au niveau des designers actuellement, ça va disparaître, maintenant on va tout coder. Que ce soit des scripts, par des langages, mais c'est la fin des designers. Il va falloir se débrouiller. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Alors, on va commencer par faire un rapide état des lieux de ce que nous on appelle en gros les trois royaumes qui historiquement sont dont les distinctions sont bien propres et nettes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les utilisateurs. Donc c'est globalement ce que nous on appelle les utilisateurs, c'est les utilisateurs finaux, mais aussi les représentants des utilisateurs, à savoir tout ce qu'on appelle MOA, business analyst, métier en règle générale. Les développeurs, et enfin les opérationnels. Voilà. Donc ça, c'est donc historiquement des grandes ségrégations. Ils sont souvent bien séparés, souvent sur des étages différents, des bâtiments différents, des villes différentes, voire des pays différents. Alors, qui sont-ils? D'abord, les utilisateurs, eux, ils ont des idées. À partir d'une idée émerge un besoin, et globalement, à partir du moment où ils ont posté le besoin, ils attendent sa livraison. Ils peuvent légèrement s'ennuyer entre-temps, c'est ce qu'on va appeler l'effet tunnel, et ils se fichent globalement de comment ça marche. Les développeurs, en tout cas c'est comme ça qu'eux se voient, c'est comme ça qu'eux peuvent être vus aussi par les opérationnels. Idéalement, en entrée, ils attendent des spécifications techniques détaillées, jamais suffisamment détaillées, ou alors trop détaillées qui ne correspondent plus vraiment aux besoins. Ils exécutent l'implémentation, et globalement, à partir du moment où ça marche sur leur poste, c'est ça qui est important, et ils se fichent un petit peu de comment c'est déployé, de comment ça marche en production. Et enfin, les opérationnels, eux, ils reçoivent des livrables, des binaires, des scripts SQL. Ils surveillent l'état physique du système, et globalement, ça c'est leur point d'entrée, il suffit de savoir comment ça marche aussi. Alors, on est en train d'assister quand même à des bouleversements assez radicaux sur la partie organisationnelle des entreprises, et ça impacte fortement les trois royaumes dont on vient de parler. Alors, on sent, enfin elle est peut-être déjà en train d'arriver, mais il y a une révolution qui arrive, et voilà. Est-ce qu'elle est totalement inévitable? Ça, c'est ce que nous, on a appelé la chaîne de valeur. Donc, globalement, à partir d'une idée
va arriver progressivement une implémentation, c'est-à-dire une expression technique d'un besoin qui, au final, va être déployé. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est quand même quelque chose de très très classique, et on note une bien belle séparation entre chaque. Donc, entre les utilisateurs, les développeurs et les opérationnels. Là, la question, c'est où est-ce que, enfin, vous, gens de la data et la BI, où est-ce que vous vous placez? Globalement, ça peut être un peu n'importe où, et ça dépend du point de vue de la personne à qui on va poser la question. Donc, ce que nous, on dit, c'est qu'à un moment, il va falloir choisir. Et selon ce que vous faites exactement, cet emplacement, il peut être totalement différent. Vous pouvez vous adresser directement à des métiers, vous pouvez vous placer du point de vue directement des opérationnels, vous pouvez être au contact direct des développeurs, et c'est souvent un mélange de chaque. Donc, globalement, on voit qu'il y a deux grands mouvements qui s'annoncent, qu'on voit arriver ou qui sont souvent déjà arrivés. Un, c'est l'agilité. Le but de l'agilité, ça a été de casser le silo qu'il y a entre les utilisateurs et les développeurs. Parce que on a dans le cycle traditionnel de développement, le cycle en V où quelqu'un exprimait un besoin, entre le moment où le besoin était exprimé et le moment où ça partait en production, on se retrouvait avec un long cycle, avec un gros effet tunnel, c'est-à-dire qu'on en revient à l'utilisateur qui attend patiemment son besoin et ça ne va jamais assez vite. Donc l'agilité vise, entre autres, à rapprocher fortement les utilisateurs des développeurs de façon déjà à faire en sorte que les besoins exprimés soient le plus proches possible de ce qui est réellement développé, de façon à casser les ambiguïtés, de façon à ne pas développer des choses dont on n'a pas besoin, de façon à ce que, globalement, le logiciel qui sorte réponde le mieux aux besoins. Et en parallèle de ça, on a un mouvement qui s'appelle DevOps, dont j'imagine que tout le monde a globalement entendu parler ici. On va y revenir de façon plutôt détaillée tout à l'heure, qui, lui, vise à rapprocher les développeurs des opérationnels. Donc ça va être la fameuse guerre prod versus études ou développement. On va essayer de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux entre les deux. Je vais juste vous demander, est-ce que vous avez déjà travaillé en milieu agile? Ou est-ce que vous voyez globalement, est-ce que ceux qui n'ont aucune notion d'agilité peuvent lever la main? Ça, c'est bien. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir passer très rapidement sur... Pardon? Ok. Alors, les 4 valeurs de l'agilité? Ouais. Vous connaissez les 4 valeurs de l'agilité? Ouais. Est-ce que... Donc l'agilité, globalement, aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde en fait. Et on constate qu'il y a quand même une grosse différence entre faire l'agilité, parce qu'on nous a dit d'en faire, et être agile, qui est plutôt une philosophie, voire un état d'esprit, en tout cas. Donc, le point commun de toutes les méthodes agiles qui existent, c'est le manifeste. Le manifeste, c'est quelque chose qui date de 2001, qui a été écrit par des grands barbus qui en avaient marre de se taper des murs, et qui se sont dit, bon, on sait mal faire du logiciel, on a toujours les mêmes problèmes, comment est-ce qu'on va pouvoir... quelle réponse on peut apporter à ça? En découlent 4 valeurs, qui sont vraiment pas compliquées, en tout cas à dire. 1, les individus d'interaction sont plus importants que les processus et les outils. 2, qu'un logiciel opérationnel est plus important qu'une documentation exhaustive, souvent décorrélée du logiciel lui-même, parce que le logiciel vit, pas la documentation. La collaboration avec le client est plus importante que la négociation contractuelle. Ça remet un petit peu en cause la question de tout ce qui est forfait, contractualisation, etc. Et enfin, l'adaptation au changement est plus importante que le suivi d'un plan. Je ne peux pas deviner, dès le début, tout ce qui va se passer. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a une idée géniale en plein milieu du cycle qu'elle est mauvaise et qu'on va la refuser. Ce qu'on aurait fait avec un bon vieux cycle en V. Néanmoins, on reconnaît la valeur des premiers points, ça ne veut pas dire que les deuxièmes ne sont pas importants. C'est juste qu'ils sont plus importants. Donc derrière l'agilité, qu'est-ce qu'on a? Un tronc commun, le manifeste agile dont on vient de parler, et plein d'implémentations. Que quelqu'un peut me citer une méthode agile?
Tadam. On y revient. Scrum, c'est la plus connue, c'est la plus répandue aujourd'hui. Kanban, qu'on va arriver un peu partout, qui voit les choses un petit peu différemment de Scrum et qui voilà. C'est pas un cours sur l'agilité, mais voilà, elle voit plutôt ça comme un flux. Kanban, c'est une méthode agile. Scrum, c'est purement organisationnel aussi. Hein. On ne te dit pas comment faire du logiciel. Scrum est rattaché plutôt à du développement logiciel, alors que Kanban est plutôt rattaché à de l'organisationnel et du management. On est bien d'accord. Scrum centre tout autour du développement lui-même. Kanban voit un peu plus large. Enfin, le développement est inclus dedans, mais ça voit un peu plus large. Extreme Programming, que les vieux barbus connaissent souvent, qui revient à la mode, c'est bien. C'est la seule qui s'intéresse vraiment à l'implémentation technique et nous dit comment développer du logiciel. Mais on a des choses comme Lean, qui découle des choses qui sont passées chez Toyota dans les années 70, mais aussi RAD, RUP, Clear Crystal, FDD, Scrumban, voilà. Et il y en a quand même beaucoup. On remarque que Scrumban, c'est un mélange de Kanban et de Scrum. Scrum est souvent utilisé en binôme avec Extreme Programming. Donc voilà, on a quand même une grande nébuleuse, un tronc commun, mais beaucoup de façons de l'implémenter. Qu'est-ce qu'apporte l'agilité ? Globalement, que tout change, tout le temps, mais vraiment tout le temps, et pas à pas. C'est quand même une rupture assez forte avec la façon traditionnelle de développer du logiciel. Et donc, quand on dit tout, c'est pas seulement les applications, les modèles de données, mais c'est aussi les outils, les processus, voire l'infrastructure et l'organisation de l'entreprise. Vous voyez, à chaque fois, on voit plus grand, plus profond, et autant un logiciel qui bouge dans son coin, c'est pas très impactant au niveau de l'organisation, mais quand on commence à toucher à la structure des équipes, à la façon dont elles cohabitent, voilà, c'est là qu'il peut y avoir c'est là que ça peut être compliqué, et c'est là qu'on voit par contre les plus gros apports, les plus gros bienfaits quand c'est bien fait. Voilà. Et on part de l'implémentation technique et ça se généralise progressivement à toute l'organisation. Donc ça, c'est les effets de l'agilité. Pourquoi DevOps ? Déjà, on en revient pour casser le silo traditionnel entre la prod et les équipes de dev. Ce qu'on constate, c'est que généralement, ils ont des objectifs contradictoires. Et on retombe toujours sur les mêmes effets pervers. Ça marche en dev, donc c'est la machine qui ne va pas, c'est chez les ops. Les ops regardent un état physique du système. Et globalement, si le logiciel ne marche pas, si le système ne marche pas, c'est que ça vient du logiciel et donc des devs. On a des problèmes de livraison parce qu'on ne sait pas trop où s'arrête le périmètre de chacun. Administration lente, manuelle et source d'erreur. La source de tout ça, c'est ce que nous on appelle le mur de la confusion. Donc d'un côté, on a les équipes de développement, de l'autre côté, on a une équipe système et infra. Déjà, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas de tronc commun en termes de taxonomie. L'équipe de développement, elle parle composants, couches, services. L'équipe infra, elle parle réseau, système, voilà, des choses concrètes et physiques. L'équipe de développement, elle répond à des besoins utilisateurs. Et donc, idéalement, on change tout le plus souvent possible, le plus vite possible. On maximise le changement. L'équipe infra, elle, le but du jeu, c'est de maintenir l'état d'un système, de garder un système en marche et performant. Donc pour elle, l'objectif, c'est quand même de minimiser le changement parce que ça maximise la prédictibilité. Donc on voit bien déjà qu'on est sur des objectifs et des contraintes différentes. Les équipes de développement, elles pensent fonctionnalité, culture produit. Ça, c'est quelque chose déjà qui a apporté l'agilité. On ne parle plus de projet, on parle de produit. Elles pensent elles parlent d'innovation. Les équipes infra et système, elles, la stabilité, culture de service, elles exposent des services à leurs clients et rationalisation. Voilà. Et au milieu de tout ça, on a une application déployée.
Et quand l'application ne marche pas, c'est souvent le ping-pong entre les deux. DevOps vend... Alors, bon, globalement, c'est un peu la voiture bélier, c'est le déploiement continu. Pas compliqué, quand vous parlez de ça à des décideurs et des DSI, ils ont les yeux qui brillent. C'est un peu émouvant parfois. Et le but du jeu, c'est d'optimiser le processus entre la définition du besoin, sa livraison, le monitoring des effets de la livraison, l'apprentissage, et le but du jeu, c'est de démarrer une boucle d'amélioration progressive. On vise une élimination des déperditions, donc une optimisation des coûts, réduction de la durée du cycle, et une meilleure intégration et une meilleure visibilité. Ça, un DSI, ça lui parle. Quand je vous disais que ça fait... on a les yeux qui brillent, effectivement, on leur promet une baisse des coûts et un logiciel de meilleure facture. Donc effectivement, mais pour en arriver là, il y a quand même un petit paquet d'étapes. Donc ça, le déploiement continu, c'est un des gros sujets à la mode, et c'est vraiment la voiture bélier qui permet de bien vendre DevOps. DevOps, c'est pas uniquement ça, c'est quand même un petit peu plus large. Donc ça vise, on en parlait, la réduction du cycle des livraisons, l'optimisation des ressources, l'amélioration et la qualité de la dispo, et le pilotage par les hypothèses et l'apprentissage continu. La dernière brique, là, c'est souvent la plus compliquée à mettre en place parce que ça suppose déjà que les 3 premières soient correctement mises en place, mais ça sous-entend aussi que tout ce qu'on fait puisse être monitoré et mesuré, ce qui n'est pas le plus simple. Donc, on voit bien qu'on on a 2 phénomènes qui se conjuguent aujourd'hui, donc l'agilité et DevOps. Globalement, à quoi ça peut ressembler, du point de vue des gens qui ne sont pas forcément consultés par la mise en place de ce genre de choses? Des dominos. Globalement, des choses qui sont parties des équipes de développement, globalement, ça vient toucher l'ensemble de l'organisation. Ça peut être vu comme Jack Nicholson dans Shining, c'est que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui arrive avec une hache et qui va rentrer, que vous le vouliez ou non. Et en fait, c'est plutôt ça. Globalement, c'est un vrai raz-de-marée, ça va complètement bouleverser la façon dont on travaille et l'organisation en règle générale des entreprises. Du coup, pour nous, on ne voit pas ça comme une fatalité, plutôt comme un train à prendre en marche correctement. Tout le monde a y gagné et tout le monde devrait y gagner. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est plutôt quelque chose de subi. Est-ce qu'on va tous mourir? On n'espère pas. Et je vais maintenant repasser là à Michel. Oui, il faut que ça vienne Quand on parle de changement organisationnel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on essaye d'avoir les relations les plus sereines avec les gens de la prod, on y arrive assez bien, et qu'on essaye d'avoir un minimum de collaboration entre les équipes, c'est les directions qui nous cassent les pieds. Ah oui, parce que les problèmes qu'on a généralement, on n'en a pas parlé, mais c'est surtout des problèmes politiques, des problèmes budgétaires. On a même eu des fois des problèmes syndicaux. Parce que changer les fonctionnements des équipes, c'est changer les postes des gens. Donc il faut consulter le comité d'entreprise, les syndicats. Et des fois, ça bloque plus à ce niveau-là. Surtout, le problème de ces méthodes-là, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'il y a eu déjà dans le passé des tentatives de l'agilité. Il y a eu une vague de on passe à Scrum ou on passe à l'agile qui a été plus vue comme du nettoyage et de l'optimisation en supprimant les personnes qui sont moins performantes. Donc maintenant, les partenaires sociaux sont un petit peu sur le qui-vive quand on leur parle de changer les façons de travailler. En même temps, ils n'ont pas forcément tort.
Ils n'ont pas forcément tort. C'est très douteux. Mais même si nous, on veut faire ça pour les bonnes raisons, il y en a toujours qui en profitent de toute façon pour lâcher du lest. Alors, des mauvaises implémentations de l'agilité, on en voit beaucoup. Ouais. D'ailleurs, qui fait de l'agilité dans son entreprise? On a vu tout à l'heure. Qui est vraiment agile? Dans l'entreprise tout entière, Non, dans votre service. Ouais. Moi, ça, je sais. Et qui est vraiment agile? Qui respecte les 4 valeurs qu'on a vues tout à l'heure? Ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être un tableau au mur, vous avez des post-it, mais ce n'est pas ça qui fait que vous êtes agile. Derrière, c'est juste une façon détournée de dire que voilà, on fait l'agilité, mais derrière, parce que, les vraies valeurs, elles n'y sont pas. si je puis me permettre, il y a quand même des vraies problématiques. Même si nous, on y arrive la plupart du temps sur une de nos branches, sur un de nos devs, parce qu'on a le métier qui joue le jeu, on a d'autres développements sur lesquels c'est très très dur, même si nous, on a envie de l'être, Ah oui. parce que le métier ne veut pas. Ils continuent à se cacher derrière sa MOA et ses billets, et on n'arrive pas à avoir un contact direct avec eux. Et ils se mettent toujours dans cette espèce d'état contractuel de on vous a dit, vous envoyez les specs, et on ne prend pas. Non, d'accord, c'est pour ça qu'on disait, c'est quelque chose qui doit venir par en bas et il faut qu'il y ait une prise de conscience globale. J'ai fait une présentation la semaine dernière là-dessus. C'est quelque chose on ne peut pas forcer ces changements-là. Il faut que ces changements-là viennent par les personnes qui en ont besoin. Sinon, ça ne marche pas. Que c'est pas qu'une démarche du dev. Non. Le dev peut être porteur de la démarche, il est porteur tout seul, il y arrivera pas. Exactement. Le dev, ça ne suffit pas. Alors, dans cette troisième partie, on a essayé de se dire, voilà, comment on voit nos développements dans 10 ans. Alors, on commence déjà à voir ces changements-là qui arrivent et qui vraiment commencent à structurer nos projets de nos jours. Et comment on s'est dit, voilà, ça commence à arriver maintenant, et dans 10 ans, qu'est-ce qui sera classique, qu'on dira, voilà, une personne arrive dans une équipe de développement, elle ne va pas se poser la question de comment ça marche, elle va dire en fonction des bullet points que je mets derrière. C'est comme ça notre de base. Bon, ça, c'est notre vision rêvée, mais on sait que l'inertie est très longue. Mais voilà comment on aimerait le voir dans 10 ans. Déjà, on aimerait des cycles de développement ultra courts, et voire même du flux quand on fait du Kanban. Terminer les effets tunnels des projets qui durent plusieurs mois. On commence à livrer le plus tôt possible, voire quasiment tout de suite. Le but, c'est de faire du feedback. Donc ça, c'est dit, si le DevOps et l'agilité arrivent à chambouler les choses, c'est comme ça qu'on verra notre développement dans quelques années. On aura aussi des infrastructures différentes. Alors, de l'hybride, du cloud, du on-premise. L'infrastructure as code, ça commence à arriver. Et tant qu'il y aura des vieux barbus en haut des DSI, on aura du mal à le pousser. Mais petit à petit, on arrivera à coder toute notre infrastructure et faciliter les déploiements. Qui connaît infrastructure as code? Chef, Puppet, PowerShell DSC. Voilà. L'idée, c'est de dire, voilà, quand je veux installer une machine, je ne fais pas un ticket Jira à 3 services IT différents parce qu'il faut installer un SQL Server, un 2IS et configurer ma machine d'une certaine façon. Ma machine sera scriptée et dans le script, il dira, voilà ce que j'ai besoin sur la machine. Et le but, c'est que j'applique un script sur la machine soit prête. Donc imaginez que vous avez 50 machines à faire pareil, vous lancez 50 fois le script, et au même vous avez un script qui dit, je veux 50 machines comme ça. Le but, c'est d'avoir des environnements à la demande. Et à la demande, ça veut dire, j'en ai besoin pour cet après-midi. Je lance ma demande, je l'ai. Parce qu'actuellement, quand on va avoir un environnement, qu'est-ce qu'on fait? On le demande 3 mois avant, pour être sûr de l'avoir 3 mois après. Et on ne le rend jamais, parce qu'on sait peut-être, si on en a besoin dans un mois, on ne va pas le libérer. Le but, là, si j'ai un bon environnement pour l'après-midi, je le demande le matin, à midi, il y est, j'ai terminé, et à 18 h, je le libère. Vraiment, on est dans le mode consommation de ressources dans les environnements, et on ne va pas se poser ces questions de il faut que je demande 6 mois à l'avance mes machines, que je n'aurai pas de toute façon. Pareil, on dit peut-être que la business intelligence, ça sera du self-service. On aura des outils assez intéressants et assez puissants pour que les métiers puissent faire eux-mêmes leur rapport. Et des livrables de plus en plus petits, au lieu d'avoir des très grosses applis, maintenant, naturellement, les applications, elles seront petites et elles seront modulaires. Donc ça, c'est comment on voit les changements dans 10 ans. Mais vous dites peut-être qu'on voit un peu trop gros, ça ne bougera jamais assez vite. Et je me suis dit, alors, ce qui serait sympa, ce serait de comparer le planning des JSS d'il y a 3 ans avec le planning de maintenant. Et on regarde un peu les différents agendas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de trucs classiques, donc du on-premise, de la BI avec SQL Server 2012. On commence à voir du Power Pivot ou des choses un peu costauds, du Parallel Data Warehouse, mais
Les mots qui sont derrière, qu'on connaît maintenant, ils ne sont pas encore là. Pour le deuxième jour, pas de NoSQL, des notions de performance. On commence à voir Azure qui apparaît ici, mais c'est vraiment léger. Et on va comparer un peu à maintenant. Qu'est-ce qu'on voit? Big Data, un peu d'event processing. On a aussi du machine learning. On a un track Azure. Avant, on avait une session Azure. Donc voilà. C'était une intro. C'était une intro à SQL Azure. D'ailleurs, de toute façon, il y a 3 ans, SQL Azure, on sait tout ce que c'était. Et il y a aussi pas mal de choses sur les tracks développement au niveau métier. Mais voilà, en 3 ans, qu'est-ce qui est apparu au niveau du planning? Le cloud, qu'on n'avait pas, le big data, la machine learning. Alors, il y en a certains qui sont assez matures. Maintenant, le cloud, c'est assez mature, surtout avec Azure. Big data, ça commence. Machine learning, c'est vraiment les prémices. Mais donc voilà ce qui s'est passé en 3 ans. Alors, on imagine ce qui va se passer dans 3 autres années et dans 10 ans. Qui travaille sur ces technologies-là actuellement? Une des 3? Voilà. Donc, imaginez ce qui va se passer dans 10 ans. Il y a déjà 2 personnes, si en 3 ans, personne ne travaille dessus. Donc, ça va encore changer. Alors, comment on va se préparer à ça? Si vous ne travaillez pas dans un environnement où il y a de l'agilité, c'est commencer à vous intéresser sur ces façons de travailler-là. Parce que même si vous êtes tout seul, il y a certains principes qui peuvent vous aider et mieux vous organiser. Je prends de base XP, par exemple. Comment démarrer un projet? XP, il explique très bien que quand on veut faire quelque chose, au lieu de faire des choses extrêmement compliquées qui vont apporter aucune valeur, on va se préoccuper de faire d'abord le truc qui apporte le plus de valeur. Même si derrière c'est bancal, mais au moins on a la valeur, on a du feedback tout de suite. Donc Ken Beck, rien que dans son bouquin, même sans faire de XP, on apprend beaucoup de choses. Même on peut commencer à s'outiller, pas forcément au niveau d'une équipe. Vous avez déjà des outils de développement qui supportent pas mal de choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Par exemple, les gestions de lignes de commande, des choses qui vont peut-être vous sembler idiotes. Pourquoi je sortirais de Visual Studio pour déployer? Mais derrière, si vous arrivez à scripter vos déploiements, vous peut-être les confier à quelqu'un d'autre et vous libérer du travail. Et peut-être que les ops, ils sont très contents de déployer pour vous. Parce que chaque fois qu'ils ont un problème, ils vous demandent. Mais vous êtes occupé parce que vous avez du métier à faire. Donc voilà, maîtrisez vos outils. J'ai eu une conversation avec un mec de la BI la semaine dernière. C'est la conversation que j'ai eue. On va faire du déploiement automatisé sur 2IS dans mon projet. La première chose que je lui demande, c'est est-ce qu'il sait déployer les scripts du DTSX? Il me fait oui. Il me dit, je lui demande, j'avais très bien compris ce qu'il me disait. Moi je disais, tu parles de Visual Studio? Oui. Et quand je lui demande en ligne de commande, il va me dire, ah ben non, c'est pas à moi de faire ça. C'est typique. Sauf que maintenant, on a des outils. Je prends Azure, par exemple. Azure, c'est totalement scriptable. On peut faire même plus de choses en script que dans l'interface graphique. Et ça, c'est un peu ce qu'on va avoir dans le futur. Des outils qui seront d'abord en ligne de commande. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne de commande. Je peux la mettre dans le source control, je peux l'historiser, et je peux la donner à quelqu'un d'autre pour qu'il la mette dans un orchestrateur pour le déploiement. Et ce mode de comportement-là, ça va vous limiter dans votre façon de travailler avec les outils dans le futur. Parce que plus vous automatisez, vous faites votre développement, quitte à avoir un script qui fait le déploiement, au moins vous êtes sûr qu'il sera fait toujours de la même façon. Vous changez de version de Visual Studio, rien que dit que le bouton déployer dans Visual Studio fait exactement la même chose qu'avant. Tandis que vos outils de ligne de commande, ils n'auront pas changé, ce sera la même chose, ça marchera. Donc scripter, ça va vous permettre peut-être de découvrir même de nouvelles options que les ops auraient besoin. Alors comment on pense que dans le futur, tout sera organisé? Là, on est vraiment dans la projection, on n'est pas dans 10 ans. Et on pense qu'il y aura ce mode DevOps, quand ça sera réellement mis en place dans les entreprises, on aura une sorte de synergie entre les équipes. C'est-à-dire que chacun comprendra le métier de l'autre. Peut-être qu'il y a certaines équipes qui seront partiellement fusionnées. On va essayer d'avoir cette continuité, cette colocalisation qui fait que le besoin est là, il arrive très vite à la prod. Pourquoi? Parce que plus vite il est en prod, moins on a à gérer de déploiement gros qui bloquent les choses. Mais surtout, plus il est en prod, plus on a du feedback à donner aux utilisateurs. Et plus ils pourront corriger. Donc on va viser des déploiements très rapides. Alors dans 10 ans, ce n'est pas nouveau. Quand on lit XP préconisait ça déjà il y a 10 ans, de déployer quasiment tous les jours.
Donc on s'est dit peut-être que moins 10 ans, plus ans dans 20 ans. Je pense que 20 ans après les premiers bouquins sur XP, on peut se dire on va peut-être y arriver. Et au niveau des outillages qu'on va utiliser, alors on aura sûrement des nouvelles technologies. Certaines n'existent pas encore. Donc même vos outils de développement que vous avez actuellement, rien ne dit que ce sera seul que vous utiliserez dans 10 ans. Donc évitez de capitaliser sur vos IDE. Les lignes de commande survivent plus longtemps généralement que vos IDE. Parce qu'il y a une continuité à fournir. On aura sûrement des nouvelles façons de travailler et des outils plus agiles. Je disais tout à l'heure, on vous avait prévenu, la fin des designers. Le problème du designer, c'est que ça vous impose d'être le seul à pouvoir travailler dessus. Ça ne gère pas l'historique. Vous ne pouvez pas travailler à plusieurs sans casser le designer, travailler dans des branches de développement différentes. Parce que dans votre designer, vous avez en même temps votre métier, la valeur métier que vous mettez, plus les informations pour le designer. Et cette formation-là, eh ben, elle pollue, en fait. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de livrer la valeur, pas le fait que la boîte de dialogue, elle soit en haut à droite. Et donc, on va commencer à avoir des outils plus agiles de ce point de vue-là. Nous, on a eu ce changement-là, par exemple, en développement, il y a 7-8 ans, qu'on est passé de WinForms, qui était une technologie de création d'applications lourdes sur Windows, à WPF. En WinForms, on avait un designer, il y en avait les coordonnées dans le code d'où était notre bouton. On est passé à WPF, tout était passé par positionnement du conteneur parent, ce qui fait que dans le script, on n'avait que la valeur et les informations qu'on voulait. Donc c'était du XML en plus. Avant, c'était du code généré, on ne pouvait pas le fusionner. Là, c'est du XML, on pouvait facilement fusionner. Donc voilà, vos outils vont être plus agiles et surtout, quand vous allez voir de nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans la brique BI et SQL, on l'attend Oui. pas, parce que quand tu vois tout ce qui est DTSX, report, Exactement. Ça, il n'y a absolument pas. c'est une vraie catastrophe. Je parle même pas d'agilité, hein, je parle de parler à plusieurs. Exactement. Ces choses-là, généralement, on ne les fusionne pas. On les met dans des branches, généralement, quand je les vois, je les mets dans des branches de développement différentes qui ne supportent pas la fusion. Parce- C'est le dernier qui arrive qui a gagné. On sait que quand il y a une mise à jour à faire en prod, il faut le faire dans l'autre branche de dev pour qu'on l'ait dans la résolution de près, parce que c'est des fichiers qu'on ne peut pas fusionner. Et donc, on ne sait pas gérer le changement, puisque le changement, on n'arrive pas à le passer d'étape à étape dans le développement. Parce que les outils sont pensés pour une personne qui travaille dans son coin qui fait tout. Exactement. Du développement au déploiement. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, réfléchissez où vous vous positionnez, parce que quand vous êtes avec le métier à faire vos reporting, derrière vous allez faire du développement qui va être des rapports, que vous allez vous-même peut-être passer en prod parce que les ops vous ont laissé la main dessus, mais en fait, en ce moment-là, vous faites les trois choses en même temps. Vous spécifiez, vous développez, vous déployez. Vous commencez à scripter vos déploiements, et bien vous commencez déjà à séparer vos activités de développeur, vos activités d'ops. Et vous pouvez commencer à déléguer à des personnes dont c'est le métier de surveiller l'infrastructure. Et puis qui dit script, dit monitoring, dit droit d'accès, et ça va vous simplifier la vie de ne pas avoir accès à la porte d'après. Donc on n'a pas vraiment d'idée de comment vraiment s'organiser derrière. On sait comment les équipes vont travailler, vraiment synchronisé. Chacun va faire quelque chose qui va avoir un sens avec les voisins. Ça, j'ai toujours pas compris le slide, le gif de Nicolas. Je l'aimais bien. Il est hyper précis. Ouais. Bon, on va être hyper précis. Mais ce qu'on voulait faire passer comme message avec cette session, c'était les outils vont changer, adaptez-vous, regardez vraiment ce qu'il y a sous le capot. Tous les outils maintenant, quand ils vont sortir, vont avoir des outils en ligne de commande. Même si je sais que c'est encore difficile avec du reporting services, par exemple, de faire du déploiement. Mais derrière, vous allez avoir un gain à savoir comment fonctionnent vos outils par en dessous, c'est-à-dire en dessous du designer. Parce que plus tard, ça sera la norme. Donc plus tôt vous adaptez, plus tôt vous allez être facilement, ça va facilement être géré par vos équipes dans le futur. Et surtout, vous allez, comme disait Nicolas, vous allez pouvoir prendre le train en marche. Il ne faut pas hésiter à remonter ce genre de choses. En plus, aux équipes produits, elles sont hyper demandantes de feedback de ce genre. Enfin, en tout cas, les équipes produits de chez MS, elles attendent que ça. Et, des retours de gens sur le terrain qui disent, enfin voilà, je suis confronté à ce genre de problème. Comment est-ce que je peux séparer proprement en gros les spécifications du développement et le développement du déploiement. Pour information, là, je suis actuellement, on est sur deux projets simultanément. Il y a un projet avec de la base de données où on ne fait pas eu de déploiement continu parce que le projet était ancien.
On n'a pas pu intégrer les ops dans cette démarche. Et on a fait une nouvelle version qui va être qui est en cours de passage en production, où là on fait du déploiement continu au niveau de la base de données et des tables de référence. Et les ops nous demandent de faire ce qu'on a fait dans ce projet-là sur l'ancien projet, parce que ça leur fait gagner énormément de temps. Donc là, c'est les ops qui nous poussent à rajouter de l'automatisation sur des projets existants, parce qu'ils ont compris le bénéfice que ça pouvait leur apporter. Généralement, ils disent non parce que ils voient ça comme du travail supplémentaire. Là, ils ont vu ça comme du bénéfice et du temps gagné, donc de la souffrance en moins. Parce que passer des scripts SQL, c'est pas la fête. Et donc, ils nous demandent de le faire. Donc, on ne le fera pas tout de suite, mais on va leur faire pour eux. Donc, si vous avez des questions, on est là pour vous. Et merci de nous avoir écoutés. Parce que là, encore une fois, tout ça, ça parle que du dev. Mais Ouais. dans le cycle de vie d'une application, il y a le support aussi. Ouais. Tout ce qui approche agile bypass tout ça, il y a un revers de main, comme si le support n'existait pas. Ouais. Ouais. Donc oui, le support n'existe pas. Oui, c'est vrai, dans l'agilité. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas mis les 3 équipes dans une seule grosse bulle. On pense qu'il y aura des ponts entre chaque. Moi, par exemple, dans mon équipe, on a un mec de l'infra qui travaille avec nous. Et on essaie d'avoir une équipe qui est un peu pluridisciplinaire. Moi, je suis plus côté ALM, lui, il est plus infra. J'ai une personne, elle est plus management projet. Et le but, c'est d'avoir ces équipes-là qui comprennent un peu tout le monde et qui peuvent apporter de la valeur à tout le monde en même temps. Mais oui, on a toujours des tickets de support. Normal, on a toujours une prod. Mais par contre, le ticket, il va s'insérer dans un cycle agile de quand est-ce qu'on va résoudre le problème. Il y aura toujours des emergencies à résoudre tout de suite. Donc ça, on n'y coupera pas. C'est pour ça que généralement, quand je préconise quand ils chargent des formations où ils chargent les sprints, mettez-vous à 80%, gardez-vous une marge et monitorez le temps que vous passez à résoudre les bugs. Parce que cette marge-là, c'est pas que vous êtes feignant, c'est qu'elle va être utilisée pour corriger les problèmes de prod. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans l'agilité, on ne peut pas dire « Ah ben non, mon bug il arrive et tu attendras 15 jours pour le sortir ». On est dans la réalité, on est là pour produire de la valeur et des fois, il faut corriger tout de suite. Donc on se laisse les marges. Mais oui, on aura toujours des tickets. Mais on n'a pas dit qu'il ne fallait pas des outils, on a dit qu'on préfère la collaboration aux outils. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Ah ouais, non, moi je parle juste d'un point de vue méthodologique. Ouais. Généralement. La méthode agile, en général, ça enlève. C'est comme si tu crées tous les jours de nouveaux projets, tu ne reprends pas de projet existant. Ah oui, bien sûr. Tu supportes tes applications. Non, c'est comme une personne quand elle te présente un Kanban où tout le monde va mettre les bonnes colonnes et au bout d'une demi-journée, tu as la fast track en haut avec les bugs. Tu te rends compte que tu as des colonnes parce que tu as des tailles de t-shirt différentes et finalement ton Kanban, c'est plus vraiment le Kanban joli que tu avais au début et les métriques, ils n'arrivent pas à les sortir. Mais c'est parce que dès qu'on confronte la réalité, c'est plus difficile. Mais généralement, on n'y va pas à pas. On ne peut pas dire on met le tampon agile et puis on démarre. Ou demain, on fait du DevOps, ça ne veut rien dire. Demain, on est agile. Enfin, on ne dit pas ça, demain, on fait de l'agilité d'ailleurs. On ne dit pas demain, on est agile. Les gens, ça ne veut rien dire, les gens ne le disent pas. Il y a quand même un point commun à toutes ces méthodes, c'est qu'elles sont incrémentales et progressives. Enfin, ça n'arrive pas avec une batterie en disant voilà votre nouveau cadre de travail, tout doit rentrer là-dedans et ça y est, vous êtes agile, c'est parti. C'est justement le but du jeu, c'est de mettre en place des choses petit à petit. Ça part généralement du monde de dev et on l'élargit progressivement à plus de parties de l'organisation possible. Et si possible jusqu'à la direction, enfin jusqu'au décideur. Et de toute façon, on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer. Donc les premières choses qu'on fait, c'est qu'on rajoute de la mesure. Peut-être que la mesure, ça va être combien de fois je déploie mon application, combien de fois j'arrive à livrer du binaire sans qu'il soit buggé. Et alors les métriques, elles sont des fois très grosses mailles au début, mais petit à petit, on va les réduire ou rajouter des informations dessus qui vont rajouter de la valeur et de la connaissance sur notre système. Donc des fois, on arrive sur des projets où il n'y a même pas de build. Donc les gens, ils livrent, on ne sait pas comment. Il y a un gars là-bas dans le fin, c'est lui qui livre l'application quand il est là, parce que quand il est en vacances, on ne livre pas parce que ça prend trop de risques. Donc la première chose qu'on fait, lui dit maintenant tu livres plus toi-même, on va passer par un système automatisé. Donc on va voir la qualité du code, et on va voir les étapes que lui faisait automatiquement, enfin manuellement, on va les automatiser, et on va servir de ça comme référence. Et petit à petit, on va rajouter d'autres métriques là-dessus. Mais pareil, on ne peut pas décréter qu'on est agile, on ne peut pas décréter qu'on fait du DevOps, et on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc rajouter des métriques factuelles, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir arriver là-dedans et dire voilà, je suis passé à l'agilité, j'ai gagné, je suis passé de tant de release à tant de release,
J'en ai peut-être fait 3 fois moins, 3 fois plus, mais à chaque fois, j'ai livré 3 fois moins. Mais par contre, chaque fois, ça s'est mieux passé parce que j'avais 3 fois moins de choses de livrer. Et en moyenne, mon métier, il a eu ses livraisons dans le même temps qu'avant. Mais j'ai sécurisé parce que j'ai livré moins. Et donc, c'est comme ça que vous allez vendre et vous allez comment dire, vendre votre changement à ceux qui sont sceptiques. Parce que vous avez des faits. Il ne suffit pas de dire des slides comme ça. Il faut aller sur le terrain. Il faut mettre les mains dans le cambouis. On est d'accord, Ludo, hein? Oui, oui, c'est pareil. On n'est pas des boss, mais on essaye d'intégrer au fur et à mesure comme les gens de la prod avec nous. Mais parce que sinon, en plus, ça n'a pas de sens pour eux. Hein. Si nous, on ne fait pas l'effort d'aller leur expliquer ce qu'on veut faire derrière, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'eux aillent le monitorer au bon endroit? Ben, pour pouvoir faire du déploiement continu là où je suis, pour pouvoir le vendre, on a pris un mec de l'Ops qui a bossé sur le moteur de déploiement. Et donc, on a les mêmes métriques qu'avant, qu'ils avaient. Ça, quand ça déploie, ça fait des tickets Jira dans tous les sens. On s'est fait engueuler par le mec de Jira parce qu'on faisait trop de tickets. On l'utilisait trop Jira, ça arrive. Mais derrière, ça a été accepté parce que c'est les mecs, on a eu le tampon des ops. Et au lieu en fait, de déployer manuellement, de lancer des scripts, ils ont un bouton, ça déploie. Et maintenant, c'est les fonctionnels qui s'en servent directement parce qu'ils ont une interface web qui dit je déploie tel build sur tel environnement. On est juste là pour monitorer. Ah, et nous, on a juste surveillé que les déploiements continuent de fonctionner et corriger les problèmes quand ils arrêtent. Mais voilà, ça tourne dans notre dos. On est là pour fournir un service, en fait. Ils ont fait 25 déploiements par jour. On passe en prod dans quelques mois et on tient le bon bout. Les ops, ils sont d'accord avec nous. Pas de questions? Merci beaucoup.